je reprends donc là où j'en étais hier et on a beaucoup de choses à travailler ensemble. Voilà, bon après si ça, chacun fait comme il veut. En tout cas, moi ça m'intéresse de travailler sur la situation actuelle parce que on est arrivé un peu à un point de divergence. Comme il y a une série sur Arte qui s'appelle Point Repère, une série d'histoire où ils essaient de retrouver dans l'histoire des différents points de divergence comme ça. Des moments où on est à une situation d'interrogation historique, où on se demande ce qui peut se passer, ce qui va se passer. Et du coup, ce qu'il faut, c'est essayer de faire des hypothèses, de tracer des hypothèses pour voir ce qu'il est possible qui se passe. Parce qu'on dit que les possibles sont ouverts dans une situation comme celle qui est actuelle, mais ils sont ouverts sous conditions. Donc il y a des possibilités, mais il ne va pas se passer non plus n'importe quoi. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais on peut essayer de se repérer dans tout ça. Et quand on fait ce même travail sur des points de divergence dans le passé, sur des moments où l'histoire a été mise en suspension ou en interrogation dans le passé, eh bien on voit que, bien sûr, on est surpris, mais il ne se passe pas non plus n'importe quoi. Il y a quand même, c'est comme s'il y a un grand fleuve du cours historique, et à l'intérieur de ce fleuve, il peut y avoir des tourbillons ou des mouvements contradictoires. Et puis ce fleuve, il peut suivre quelques bifurcations, il peut de façon aléatoire qu'on ne peut pas anticiper. Par contre, il y a quand même un cours global sur lequel l'histoire et les sciences humaines nous aident à nous repérer. Alors, parce que c'est un peu le problème, on entend beaucoup dans les médias, à chaque fois qu'ils invitent des experts, ils disent moi, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous dire l'avenir. Alors, moi non plus, j'ai pas de boule de cristal. Mais si on n'essaie pas de dresser des perspectives, de voir ce qui peut se passer, ça sert à rien de se documenter. Si on se documente, c'est bien pour essayer d'envisager, d'avoir un discours non seulement sur le passé, sur le présent, mais aussi sur le futur. Les humains, on fonctionne à l'imaginaire, on a besoin d'établir un discours sur le futur. Donc, quand les experts nous disent que ils n'ont pas de boule de cristal qui ne peuvent pas dire l'avenir, du coup, ils ne servent pas à grand-chose. Parce qu'il y a deux types de travail. Il y a le travail journalistique qui consiste à collecter de l'information, à nous donner de l'information. Puis ensuite, il y a l'analyse. Et l'analyse, il faut la faire, il faut essayer. Alors, quitte à se tromper, quitte à ce que les hypothèses soient invalidées par le cours de l'histoire, mais c'est quand même ça le travail. Et croyez-moi que, par exemple, les services de renseignement ou la CIA, c'est leur boulot. Eux, ils ne se gênent pas pour essayer de dresser des hypothèses. Alors, dans la situation actuelle, quelles sont les hypothèses? Il y a un petit peu de bruit dehors, il y a des travaux, j'espère que vous entendez quand même. D'abord, l'hypothèse du pire. Je rapproche un petit peu la machine, comme ça peut-être vous entendrez mieux. L'hypothèse du pire, j'en ai parlé hier. Première hypothèse, donc l'hypothèse du pire, c'est l'hypothèse dans laquelle Poutine pète les plombs, où Poutine serait devenu un peu fou, et comme on sait qu'un animal blessé, comme à la chasse, un sanglier blessé, c'est très dangereux, il vaut mieux pas trop s'en approcher ou faut faire très attention. Poutine étant esseulé, acculé, rejeté par tout le monde, il pourrait sombrer dans une guerre totale. J'ai expliqué hier pourquoi il y a des éléments qui permettent de nuancer cette hypothèse, c'est pour ça que je la mets en premier, c'est le pire. Alors, je fais trois hypothèses ici, de la pire à la moins pire, et en plus de la moins probable à la plus probable. Donc c'est pour ça qu'on peut essayer de voir le monde à moitié plein, même si c'est pas complètement plein. Le verre à moitié plein. Donc s'il pète les plombs, c'est une guerre totale. Donc là, il peut attaquer des satellites, il peut faire sauter les connexions Internet, il peut utiliser des armes de destruction massive. Bon, c'est assez peu probable dans le sens où dans les sociétés modernes, comme je le disais, il y a des chaînes de commandement, donc qui risquent d'être contrées par les gens qui sont sous ses ordres et qui vont refuser d'appuyer sur les boutons. Deuxième hypothèse, c'est celle que Bruno Le Maire a énoncée hier matin sur France Info, avant de se dédire. C'est important, Bruno Le Maire, c'est le ministre de l'économie française. C'est l'hypothèse d'un effondrement brutal de la Russie. C'est de se dire que les attaques économiques qui ont été faites par l'ensemble des économies capitalistes pourraient déclencher un effondrement rapide de la Russie. C'est un peu ce qu'annonçait Bruno Le Maire. Il s'est fait très vite remettre en place par Dimitri Medvedev. Je crois que c'est Dimitri son prénom. Medvedev, donc c'est le pote de Poutine. Ils ont été respectivement président, premier ministre l'un de l'autre, etc. C'est un peu le binôme, c'est l'homme de paille, on va dire, un peu de Poutine, qui a tout de suite répondu à Bruno Le Maire en lui disant qu'il fallait qu'il surveille son langage et qu'il fallait mieux qu'il se calme. Suite à quoi Bruno Le Maire a dû recevoir un coup de fil d'Emmanuel Macron qui lui a dit ça serait bien que tu reviennes sur ce que tu as dit ce matin sur France Info. Et du coup, il a dit bon, je suis peut-être allé un petit peu loin.
En tout cas, ça serait une hypothèse, c'est de se dire que la mise au ban de la Russie du système économique, d'une partie du système économique mondial, ça ferait qu'elle s'effondrerait brutalement, un petit peu comme l'URSS s'est effondrée. Cette hypothèse-là, elle me semble, d'une part, pas forcément aussi probable que ce qu'on peut imaginer, et d'autre part, pas si souhaitable que ce qu'on peut imaginer. Peu probable parce que la Russie c'est un immense bateau, quand même une grande société qui a des connexions partout dans le monde et les sciences humaines prouvent que finalement, dès qu'on prend 10 ans de recul sur un événement historique, on voit que pas grand chose a changé. À chaque fois, quand on est dans le nœud, quand on est dans le cœur de l'événement, on se dit ouais, c'est la révolution, c'est un bouleversement. Quand on prend du recul, on se dit que bon, en fait, il y a des grandes pérennités et que les sociétés humaines, elles évoluent très lentement. C'est des grands bateaux. Si on fait des mouvements rapides, ça craque. Donc il y a assez peu de chances pour qu'il y ait un effondrement aussi rapide de la Russie. D'autre part, ça serait assez peu souhaitable, parce que si la Russie s'effondre, c'est une partie du système monde qui s'effondre, voire le système global qui s'effondre. Je veux dire par là que la Russie étant un grand exportateur de gaz et de pétrole, il y a des pays européens qui seraient bien embêtés, à commencer par l'Allemagne et l'Italie par exemple, qui dépendent énormément du gaz russe. Et puis aussi, une partie du monde mourrait de faim, parce que comme je vous expliquais dans la toute première vidéo, la Russie et l'Ukraine étant des grands producteurs de blé, si la Russie s'effondre, comment est-ce que le reste du monde va faire pour aller chercher le blé russe et comment est-ce que les prochaines récoltes de blé russe pourraient être produites de manière à ce que le système monde puisse fonctionner. Donc, c'est pas si probable, mais c'est une des possibilités. Et enfin, la dernière hypothèse, et peut-être la plus probable, c'est celle d'un retour progressif à la normale. Alors évidemment, sauf pour l'Ukraine. Pour l'Ukraine, ça va pas être un retour à la normale de sitôt. Mais sinon, la situation dans laquelle se trouvent les gouvernants du monde actuel, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut revenir à la situation avant que Poutine ait pété un câble. Parce que eux, ils ont tout intérêt à ce que le monde continue tel qu'il est. Évidemment, les dominants, ils ont intérêt à faire tourner la machine capitaliste pour continuer à gagner de l'argent. Et par ailleurs, même nous, qui à bien des égards souhaitons la fin du capitalisme, on n'a pas forcément à gagner à ce qu'il y ait des moments d'effondrement brutaux parce que ça risque de nous faire tout drôle. L'atterrissage, on n'y est pas prêt du tout. Ça fait des décennies qu'on dit qu'il faut remettre en place un maraîchage de proximité, etc. Et ben on l'a pas fait. Du coup, s'il y a un effondrement brutal du système économique mondial, on est mal barré. Donc tout concourt à ce qu'il y ait un retour à la normale, une normalisation de la situation. Alors ça peut prendre quelle forme? Poutine, il aurait voulu prendre l'Ukraine entière et en faire une Biélorussie bis. Il se trouve qu'il ne va pas pouvoir parce il s'était un peu déconnecté de la réalité, il avait un peu tripé. Ce qu'il souhaite et ce qui se négocie, c'est l'abandon de l'Est de l'Ukraine et d'une partie du Sud de l'Ukraine. À Poutine, qui pourrait garder cette zone militarisée, enfin occupée, lui dit démilitarisée, mais quand il dit démilitarisée, ça veut dire occupée par la Russie, et l'Ukraine serait prête à faire le sacrifice temporaire de l'Est et d'une partie du Sud de l'Ukraine, comme elle a accepté de laisser tomber la Crimée, pour que le reste survive, pour que la capitale, Kiev, et d'autres villes puissent survivre. Voilà, c'est le plus probable, sachant que les mesures économiques de rétorsion économique continueront à perdurer, ce qui fait que une fois que la Russie aura arrêté d'attaquer la capitale et qu'elle se contentera de ces zones de l'Est et du Sud, et bien progressivement, là, la Russie va être affaiblie et progressivement, Poutine va faire l'objet d'un mécontentement interne, d'une désolidarisation d'une partie de l'oligarchie, parce que les analyses marxistes, ou marxiennes plutôt, ont bien montré à juste titre qu'à chaque fois, dans toutes les guerres, il y a toujours une bureaucratie qui se reproduit et qui se maintient par-delà les révolutions, par-delà les guerres. Il y a des systèmes de domination qui se reproduisent et qui se maintiennent. Donc en Russie, il n'y a aucune raison pour que ça se passe autrement. Les gens qui possèdent le capital et les outils de production en Russie ont envie que ça continue et ils ont envie de garder les outils de production. Et même si Poutine est très puissant et qui menace tout le monde, à chaque fois, quand ce genre de mec puissant pète un plomb, il se fait recaler et puis le monde revient un peu à sa réalité. Et là, dans ce cas-là, on assistera à un effondrement économique progressif de la Russie après l'effondrement du système politique de Poutine et de sa dictature. Voilà, ça c'est un peu l'hypothèse
la plus réaliste. Et voilà, alors ça peut prendre du temps, ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, mais c'est à peu près. Et alors du coup, bon bah l'Ukraine va devoir perdre une partie de ses territoires. Et, euh, et de ce point de vue-là, du coup, on peut revenir à cette première question que je posais hier, c'est le problème militaire, c'est le problème de la résistance. Là, on entend dire aujourd'hui que ouais, c'est super, il faut soutenir la résistance ukrainienne. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Par exemple, quand les nazis ont envahi la France et ont fait une guerre éclair, Paris a été déclaré ville libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de résistance de Paris. Et en un sens, heureusement. Heureusement que les gens n'ont pas lancé une résistance à Paris, puisque Hitler venait de défoncer complètement Rotterdam, de détruire un port et une grande ville, parce qu'elle avait résisté à sa puissance de feu. Là, l'Ukraine résiste à la puissance de feu de Poutine. Poutine, il temporise un peu, mais s'il veut, bah, il peut faire comme ce qu'il a fait à Grozny. Il a déjà rasé plusieurs villes, ce mec-là. Il a rasé la capitale de la Tchétchénie à l'époque, c'est son premier fait d'armes massif, mais il a rasé aussi Alep, j'en ai parlé. Il faut évidemment mettre ce qui se passe actuellement en parallèle avec ce qui s'est passé en Syrie. Donc il peut tout à fait raser des villes d'Ukraine, et les États-Unis ont prévenu qu'ils ne bougeraient pas la moindre oreille. Donc dans ce contexte-là, lancer une résistance, ça veut dire faire beaucoup de morts. Est-ce qu'une des stratégies possibles, bon moi j'habite pas là-bas, donc les gens font ce qu'ils veulent, mais je suis pas très branché armes de façon générale, une des stratégies possibles, ça pourrait être d'attendre que l'orage se passe. Maintenant que les mesures économiques ont été prononcées, et que Poutine s'est complètement ridiculisé au sein de la société russe, mais aussi au banc de la communauté internationale, ça va bien, l'orage va finir par retomber. Donc en attendant, pourquoi défendre tant que ça des villes que de toute façon on ne peut pas défendre vraiment militairement, c'est impossible de gagner militairement contre la Russie. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux attendre que l'orage passe, de donner aux Russes l'impression qu'ils ont gagné alors qu'ils n'auront rien gagné et que de toute façon ils ne pourront pas euh, habiter effectivement l'Ukraine même s'ils peuvent gagner militairement. Du coup, moi je pense vraiment que l'hypothèse d'une résistance militaire, d'une guérilla, etc., à court terme, c'est à discuter. C'est pas si évident qu'il faille partir en Russie. C'est le cas, par exemple, on observe qu'il y a partout en Europe, il y a des gens qui partent volontairement pour s'enrégimenter en Russie. Bon, d'ailleurs, les services de renseignement observent ça de près parce que ça veut dire que c'est un peu des nouveaux mercenaires. C'est que les gens, ils partent faire la guerre là-bas, puis après ils reviennent, ils font quoi? Une fois que la Russie aura gagné, aura occupé une partie du truc, qui vont libérer Kiev progressivement en disant, vous voyez, on lâche du mou. Bon, on a quand même des gens qui ont pris le goût des armes, et ça, c'est jamais bien. Donc, autant laisser la Chine se cramer progressivement. La Russie, autant la laisser se cramer progressivement. Hier, quand j'ai été coupé, je vous parlais de la situation en Finlande, où au départ on disait qu'on assistait avec l'Ukraine à une finlandisation de l'Ukraine, c'est-à-dire que la Finlande est un pays dit neutre. Et donc je vous expliquais que le ton change, que ce soit en Finlande ou en Suède, évidemment dans les 3 pays baltes, mais aussi en Hongrie, en Pologne, évidemment en Ukraine, mais même en Biélorussie qui a déjà été perdue. La plupart des populations veulent rejoindre le camp du monde libre et donc faire alliance avec l'OTAN. Et ça, c'est pas de l'impérialisme américain, c'est ce que j'essayais de vous expliquer. Contrairement à ce qu'on peut lire bon, dans l'extrême droite, évidemment, mais aussi dans une presse, c'est plus gênant, d'extrême gauche. Par exemple, dans le monde diplomatique, il y a eu régulièrement des articles qui montraient qu'il y avait un impérialisme de l'OTAN en Europe centrale. Mais l'impérialisme, ça marche quand, par exemple, on peut parler d'un impérialisme chinois. Quand les Chinois débarquent à Hong Kong et que tout le monde veut qu'ils repartent, c'est de l'impérialisme. À l'inverse, là, ce sont les populations locales, les sociétés locales des 3 pays baltes, mais aussi de Finlande, bientôt de Suède, d'Ukraine, qui disent on veut rejoindre le camp occidental, dit occidental, otanien, en tout cas, le camp de l'OTAN. Bon, bah ça, c'est pas de l'impérialisme, ça vient des peuples. C'est ça que je ne comprends pas pourquoi l'extrême gauche déconne là-dessus. Précisons d'ailleurs que le monde diplomatique maintient depuis des décennies sur la formule papier, hein, sur son papier, sur la première page du papier, il y a toujours une étoile rouge sur le monde diplomatique, ce qui peut indiquer pourquoi ils ont quelques bugs parfois dans l'analyse, parce que s'ils en sont encore à mettre une étoile rouge et qu'ils ne voient pas en quoi cette étoile rouge en 2022 reste un symbole de mort d'un point de vue historique pour des millions de personnes, cette étoile rouge elle est utilisée en Chine, elle est utilisée en Corée du Nord, et c'est donc assez pathétique de voir que le monde diplomatique, en plus de faire régulièrement des analyses erronées
sur la situation géopolitique, maintient cette étoile rouge. Et à mon avis, c'est pas un hasard, les deux. Ça n'empêche pas que globalement, c'est un journal de qualité qui apporte de très bonnes informations et que la plupart des articles sont intéressants. Précisons d'ailleurs que Maduro, vous savez, Maduro, c'est le président du Venezuela. Lui, il a appelé Poutine hier pour lui dire super, nous on te soutient à 2000%. Maduro, donc, voilà, c'est un mec donc l'héritier de Chavez, très à gauche et très pote avec Mélenchon. Donc actuellement, on entend la France insoumise nous dire, au lieu de dire on s'est complètement planté, Mélenchon a déconné en étant un peu ambigu sur Poutine, ils disent tous que c'est du déni, ils disent tous non, c'est pas vrai, ils sont dans le déni, ils disent mais il n'a jamais dit ça, Mélenchon a toujours été un soutien aux indépendantistes, aux résistants, aux dissidents russes, etc. Il n'aurait jamais voté pour Poutine s'il était là-bas. Ah, ça va, un peu de décence. Il a complètement merdé et ça montre que c'est, contrairement à ce qu'on dit, pas du tout un grand intellectuel contemporain. Et la preuve, c'est que son copain Maduro, lui, clairement, félicite Poutine. À préciser que ce qui s'est passé, l'attaque de Poutine nous a débarrassé en quelques jours de Zemmour, Le Pen et Mélenchon. Les trois cas sont réglés en même temps et c'est plutôt une bonne chose de fait. On est plutôt débarrassé de ça. Trump aussi, hein, d'ailleurs. Trump, il va mourir dans cette histoire lui aussi, politiquement, en tout cas symboliquement, puisque Trump a tout de suite dit Poutine est un génie, quel grand homme, il a réussi encore un super coup comme si c'était un agent immobilier. Sauf que là, il a raté. Il va se mettre à dos, encore une fois, une partie de la communauté, y compris américaine. Donc tout ce monde-là cramé et ramené au principe de réalité. Mélenchon aussi, hein, il faut préciser qu'il avait dit, à l'époque des vaccins, il avait dit il faudrait que la France et l'Europe s'interrogent sur le vaccin russe. Pourquoi pas se tourner vers le vaccin russe? Et pourquoi pas ouvrir des négociations avec la Russie pour choper le vaccin Sputnik V? Sauf que, écoute, Jean-Luc, si jamais tes petits-enfants sont malades, tu préfères qu'ils aillent se faire soigner à Moscou ou à New York? Arrête de déconner. Bref. Mais bon, en tout cas, tous ces trucs-là, c'est assez secondaire et toutes ces bêtises-là vont être éjectées du cours de l'histoire, encore une fois ramenées par le principe de réalité. Quelques précisions aussi, là, quelques éléments un peu plus anecdotiques et peut-être un peu plus disparates. Un point d'histoire quand même, il ne faut pas sous-estimer le nationalisme en Russie. Par exemple, j'ai appris que Solzhenitsyn, vous savez, le grand dénonciateur du Goulag, celui qui a donc dénoncé le système totalitaire soviétique, bon, c'était pas le premier, il l'a fait bien tardivement, des gens l'ont fait dès les années 20, ils n'ont pas attendu les années 70 pour se rendre compte que c'était une dictature. En tout cas, Solzhenitsyn, lui, il considérait que l'Ukraine devait rester russe. Voilà, c'est le genre de truc qu'on sous-estime, c'est-à-dire qu'il y a quand même un ferment nationaliste assez puissant dans la société russe, si bien que même des auteurs comme ça qui paraissent de gauche et plutôt du camp de la liberté, comme Solzhenitsyn, considéraient que l'Ukraine devrait rester russe. Un point aussi sur... vous avez vu que les médias, les télés russes ont été interdites, Russia Télé et Sputnik. Donc ça c'est plutôt positif, hein. Ça faisait longtemps qu'on avait expliqué à Tadei qu'il déconnait grave en allant se fourvoyer dans RT Télé. Ce qui est plus intéressant, vu que la télé russe n'est pas regardée à la télé, les Russes sont très puissants sur les réseaux sociaux. Ce qui est plus intéressant et ce qui conforte une analyse qu'il y avait déjà dans une des précédentes chroniques, c'est que les GAFAM se sont unis pour mettre un terme à la propagande russe. Donc YouTube, qui est le principal canal de diffusion de Russia TV, a supprimé le compte de Russia TV. Pareil pour Facebook et pareil pour Twitter. Donc ça c'est important, ça montre que les GAFAM, donc les réseaux sociaux, etc., du monde américain, ils ont capté certaines choses, quoi. Ils ont capté que quand la propagande devient toxique, ils s'en sont bien rendus compte avec Trump, et là c'est pour ça qu'ils s'ajustent dans les années qui viennent, ils vont énormément modifier les algorithmes, parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que des informations toxiques se diffusent dans les sociétés, parce que ça augmente le risque d'événements graves et d'incidents, ce qui n'est pas bon pour le business, et ce qui n'est pas bon pour le cours du monde d'après eux. Peut-être aussi d'après nous. En tout cas, donc, à noter que très vite, YouTube a suspendu, et Facebook aussi, pratique une contre-propagande et ne se laisse plus du tout sur le mode nous, c'est la liberté d'expression, chacun fait ce qu'il veut, nos outils sont libres et puis chacun dit ce qu'il veut, on n'est pas là pour censurer. Hier, il y a eu un discours du président américain
Je vous invite à lire, si vous avez un peu de temps, les traductions de ce qu'il a dit, ou de le lire en anglais si vous parlez bien anglais. Globalement, c'est à peu près bien ce qu'il dit. Alors on peut être pour, on peut être contre, en tout cas c'est juste, d'un point de vue historique, il déconne pas trop, c'est à peu près juste. On verra ce que dira le nôtre ce soir, mais c'est à peu près juste. Je suis frappé aussi, ça a été assez peu relevé, par une, une sorte d'analogie avec ce film qui a cartonné, qui est Don't Look Up. Vous avez vu sans doute ce film. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, ça vaut le coup de le voir. Même si vous n'aimez pas les productions Netflix, ça vaut le coup de le voir parce que c'est un film qui a été dans les records des films vus sur Netflix. Donc c'est un film qui marque les consciences humaines de notre époque. Il a été diffusé le 24 décembre au soir comme un cadeau de Noël par Netflix. Et pendant quelques jours, il a été en tête des visionnages. Dans ce film, des scientifiques annoncent quelque chose, annoncent une vérité que personne ne prend au sérieux jusqu'à ce qu'elle arrive, et là c'est trop tard. Eh bien, les États-Unis, il faut bien voir qu'ils ont fait exactement comme les scientifiques dans ce film. C'est-à-dire que les États-Unis, un mois après la sortie de Don't Look Up, je ne veux pas dire que c'était prévu, je dis juste qu'il y a quelque chose qui résonne. Un mois après la sortie de Don't Look Up, les États-Unis disent Poutine va envahir l'Ukraine, on évacue nos ressortissants, tous les Américains doivent quitter l'Ukraine. Et ils le font, ils évacuent leur ambassade de l'Ukraine. Un mois et demi après, alors que tout le monde disait mais non mais c'est pas vrai, ils tripent complètement, tout le monde était dans le déni, eh bien c'est ce qui se passe. Et on se retrouve avec des ambassades qui cherchent à se barrer de l'Ukraine. Donc ça met exactement les États-Unis, le pouvoir américain, le pouvoir politique, dans la position très confortable de dire bah, on vous l'avait bien dit, on avait agi, et vous, exactement comme dans ce film qu'on vous a offert, on a offert à l'humanité, le 24 décembre soir, les États-Unis offrent à l'humanité un film qui dit qu'il faut faire attention et qu'il faut sortir du déni, eh bien un mois et demi après, personne n'écoute la leçon et tout le monde reste dans le déni. Donc vraiment une correspondance. Les Ukrainiens qui avaient vu Don't Look Up et qui se sont retrouvés 2 mois après dans leur bagnole à devoir fuir, alors que les États-Unis avaient déjà fui depuis longtemps, ils ont dû se sentir un petit peu rattrapés par la fiction. Euh, oui, j'ai expliqué que Poutine avait détruit Grozny en Tchétchénie. C'est à l'époque où il disait qu'il allait buter les Tchétchènes jusque dans les chiottes. Il y a un paradoxe, c'est que maintenant il utilise des Tchétchènes pour aller faire la guerre en Ukraine. Ça, c'est quand même un truc de dingue, parce que Kadyrov, donc le dictateur islamiste, enfin qui représente un certain islamisme particulier en Tchétchénie, le pote de Poutine, eh bien lui envoie des hommes pour faire la guerre là-bas. Donc on a des Tchétchènes qui vont mourir en Ukraine sous les ordres de Poutine, c'est quand même un sacré paradoxe. Alors ensuite, il faut bien voir que l'Ukraine, contrairement à ce dont on a l'impression, en fait, et c'est ce que rappelle aussi le discours américain, en fait, c'est un petit problème dans le cours du monde. L'Ukraine, c'est pas si important que ça, en fait. L'Ukraine, si elle tombe, si les 3 quarts de l'Ukraine, en tout cas de l'Est et du Sud, tombent, bah ça va pas changer le cours du monde. C'est un peu comme la Biélorussie. Donc attention à ces effets d'optique, pour nous ça paraît central, mais en fait c'est pas si, même s'il y a le blé et tout ça, c'est surtout des enjeux symboliques. La guerre qui se joue actuellement contre la Russie, en fait, c'est essentiellement une guerre comme par anticipation contre la Chine. Qui est-ce qui observe ça de près? C'est la Chine. Et les États-Unis et l'ensemble des pays du monde libre, en sanctionnant durement Poutine, essaient de prévenir la Chine, de leur dire attention, si vous déconnez aussi, si ça vous venait à l'idée par exemple d'annexer Taïwan, parce que c'est leur plan, la Chine veut annexer Taïwan, eh bien même si personne n'a bougé quand ils ont annexé Hong Kong, là l'idée c'est de leur faire peur, de leur montrer que si on les débranche du système économique international, eh bien ça pourrait être dangereux pour eux. D'ailleurs la Chine, non, comme elle l'a dit, n'a aucun intérêt à la guerre en cours. La Chine veut que le système se maintienne, que du business puisse se faire, puisque c'est un pays qui vit donc sur le capitalisme mondial et qui souffre d'un décalage entre les désirs et les rêves que le pouvoir a vendus à la population chinoise, et la réalité qui ne suit pas forcément exactement. Donc tout ralentissement de la croissance économique peut être très dangereux pour le pouvoir chinois. Or, contrairement à ce qu'on croit, la crise de la pandémie n'a pas forcément arrangé le pouvoir chinois. D'abord, parce que tout le monde se souviendra que c'était un virus qui est démarré en Chine, donc au niveau symbolique, c'est pas top. Et puis surtout, dans un premier temps, on s'est dit la politique ultra-sécuritaire et autoritaire de la Chine permet de neutraliser le virus, enfin de stopper la pandémie, sauf que ça marche si c'est une pandémie très dangereuse, avec un très fort taux de létalité, une pandémie très meurtrière. Or, bah, c'était pas le cas. Le coronavirus, il est meurtrier, mais il n'est pas très meurtrier.
Et ça, on le savait dès le départ, d'ailleurs. On l'a toujours dit dès le départ. Alors, sauf variant, bon, il n'y a pas eu de modification là-dessus. Du coup, la politique ultra dure d'un confinement ultra rigide de la Chine s'est avérée complètement disproportionnée par rapport à la pandémie, par rapport à la réalité d'une pandémie que les autres pays ont réussi à gérer plus ou moins bien, bon an, mal an. En tout cas, les démocraties, et particulièrement les démocraties européennes, sont celles qui s'en sortent le mieux dans tout ce bazar. Et donc, ce ne sont pas les régimes autoritaires, ni même le régime chinois, qui s'en est le mieux sorti de cette situation. Du coup, la Chine n'est pas en très bonne posture, ce qui donne peut-être l'occasion aux pays de l'OTAN d'être particulièrement offensifs sur le plan économique contre la Russie pour essayer de donner une leçon à la Chine pour qu'elle n'ait pas l'idée de faire un peu la même chose. Ensuite, un point important sur la question des migrations, des migrants, des réfugiés, etc. Alors là, il y a quand même un paradoxe qu'il faut souligner, c'est que la Pologne, donc qui devient terre d'accueil des réfugiés ukrainiens, c'est le même pays qui a récemment dressé des barbelés et des immenses grillages dans sa forêt pour empêcher les migrants, notamment africains mais aussi syriens, de rentrer en Europe, puisque la Biélorussie se fait un malin plaisir d'utiliser, comme tous les dictateurs, d'utiliser un peu les migrants comme moyen de pression, et donc la Pologne pratique un espèce de solidarité à double mesure. C'est-à-dire que si vous êtes noir, la solidarité des réfugiés, des migrants, ça marche pas. Ou si vous avez été bombardé par Poutine, mais à Alep, pas de solidarité. Si vous êtes bombardé par Poutine en Ukraine, solidarité, mais si c'est à Alep, pas de solidarité. On a même un paradoxe de dingue, c'est que donc il y a des gens d'origine africaine qui essaient de rentrer en Europe, qui sont bloqués, qui meurent dans la forêt, qui meurent de froid dans les forêts d'Europe de l'Est, au pied des grillages polonais. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui veulent, donc des étudiants africains par exemple du Nigeria, qui veulent sortir d'Ukraine pour rentrer en Afrique. Et là, on les empêche de sortir. Parce qu'il y a un racisme aussi, on donne la priorité aux Blancs. Dans les cars et dans les trains, on donne la priorité aux Blancs. Donc il y en a qui veulent rentrer, on les laisse mourir. Il y en a qui veulent sortir, on les laisse mourir à l'intérieur sous les bombardements. Ça, ce sont les paradoxes de l'époque auxquels, voilà, quand l'histoire se penchera là-dessus, ça nous paraîtra, encore une fois, la bêtise humaine paraîtra d'une grande ampleur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme en Afrique, hein. Attention, la semaine dernière, justement, il y a eu en Afrique du Sud des manifestations contre les migrants d'autres pays africains qui viennent en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, qui est un des pays les plus riches d'Afrique, c'est un pays dans lequel il y a des manifestations contre les étrangers, des Noirs qui manifestent contre d'autres Noirs plus pauvres qu'eux et qui vont jusqu'à les tuer. Donc quand on parle d'un racisme en Europe, il faut imaginer ce que c'est le racisme dans les autres pays du monde. Dans la plupart des autres pays du monde, notamment les pays pauvres, les pays dits racisés, quand il y a du racisme, ça fait des morts. C'est des vrais lynchages. Donc, bon ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, la barbarie, c'est pas, les Blancs n'ont pas le monopole de la barbarie. La Turquie dans tout ça, un petit point sur la Turquie. Il faut voir que Erdogan, lui, il est bien embêté depuis quelques temps parce que le Covid ne l'a pas arrangé du tout non plus. Et puis les insultes qu'il avait fait à Macron il y a quelques temps, finalement, ça n'a pas marché du tout. Il a une vraie dégradation de la situation économique dans son pays. Il n'a pas attendu les sanctions, lui, pour avoir comme le rouble, la monnaie turque s'est effondrée ces derniers mois. Du coup, il n'est pas très bien. Il faut savoir que la Russie est un membre de l'OTAN, un membre paradoxal de l'OTAN, puisqu'elle ne joue pas forcément toujours pour les mêmes intérêts. Il y avait eu surtout des grosses tensions puisque Erdogan avait commandé des armes aux Russes. Je crois que c'était des avions de chasse. Évidemment, ça pose des problèmes parce que là, on a des problèmes de compatibilité et des deux côtés. S'il est équipé par les Américains, l'armée turque est en grande partie équipée par les Américains. Si en plus il est équipé par les Russes, il va y avoir des fuites d'informations d'un sens ou dans l'autre. Alors là, Erdogan se fait passer pour un défenseur de la liberté. Ah, on rigole. Il va envoyer des drones, parce que c'est un peu le spécialiste des drones. Il va envoyer des drones à l'Ukraine pour se battre contre les Russes. Après avoir utilisé ces drones pour défoncer les pauvres Arméniens, il va maintenant les utiliser pour essayer de s'opposer aux Russes. Et puis il essaie de faire le patron dans le détroit du Bosphore. Erdogan dit que son armée va sécuriser la mer et tout, sauf que tout le monde s'en fout, vu que c'est pas la question des bateaux, elle joue pas sur cette guerre-là, c'est surtout les avions, un petit peu les chars. Mais bon voilà, lui il essaie de se racheter, mais encore une fois il est très mal barré. Israël.
Israël, mal en point, très embêté dans ce délire, puisque pour des raisons essentiellement liées au capitalisme et à un peu de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, Israël a toujours maintenu une certaine connexion avec Poutine et avec la Russie de Poutine. Et là, bah, ils sont un peu embêtés. Ils sont embêtés parce que notamment Zelensky, il a dit hier ou ce matin qu'il fallait que les Juifs du monde entier soient solidaires. Parce que quand il y a des gens qui sont oppressés, les Juifs doivent être solidaires. Ensuite, il y a un grand lieu de pèlerinage pour les Juifs en Ukraine. L'Ukraine a été un endroit où les Juifs ont été massivement massacrés. Donc c'est une terre qui compte symboliquement pour le peuple juif. Et donc Israël, qui a une force de frappe évidemment redoutable, un service de renseignement redoutable, une puissance informatique aussi sur tout ce qui est cyber, qui est une des plus puissantes du monde. Là, ils sont un peu. Est-ce qu'on lâche Poutine ou pas? Ils hésitent un peu, ils mettent un peu de temps, ils vont envoyer de l'aide humanitaire, ça c'est sûr. Ils vont recevoir des juifs qui vont partir d'Ukraine, qui vont faire leur alia, donc leur retour au pays. Mais voilà, ils sont un peu sur une situation d'incertitude. Je pense qu'ils s'alignent comme d'habitude sur la position américaine qui est de ne pas intervenir, en tout cas pas directement. Mais si ça bouge trop, ils pourraient quand même s'y mettre. À mon avis, un qui doit pas être bien en ce moment, qui doit mal dormir, c'est Bachar el-Assad. Et tant mieux, on lui souhaite de ne plus dormir du tout, hein, ou de dormir pour toujours. En tout cas, Bachar el-Assad, là, il est pas bien, parce que si son copain Poutine tombe, ça sent pas très bon. À noter que l'Iran qui tient le même discours que Maduro donc au Venezuela, et un peu le même discours que tenait Mélenchon il n'y a pas si longtemps, l'Iran dit que tout ça, bah, c'est la faute des Américains qui sont agressifs et qui foutent le bordel en Europe et qui font avancer leurs pions en Europe et que c'est à cause de ça que Poutine doit réagir. Donc une connexion entre l'Iran des ayatollahs et de Maduro. Euh, un petit mot sur Zelensky, donc le président ukrainien. Il faut savoir que ce mec-là, donc il vient de la télé, vous le savez, d'origine juive, une partie de sa famille est morte durant la Shoah. Et ben en fait, il a produit une série télé, en plus d'être héros d'une série télé dans laquelle il jouait le président, et finalement il est devenu président. Mais il a produit une série télé qui cartonne en Russie. Alors ça pour Poutine, c'est pas bon. Parce que une des séries qui est le plus regardée en Russie, elle a été produite par son pire ennemi, Zelensky. Encore une fois, ça montre que ce qui compte, c'est le pouvoir des imaginaires, c'est le soft power. Et d'un point de vue du soft power, personne n'a envie de devenir russe au sens de la société russe que Poutine propose. Et encore une fois, il faut distinguer le système poutinien de la société russe. D'ailleurs, il faut témoigner notre solidarité à l'égard du peuple russe. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont aujourd'hui en prison en Russie parce qu'elles se sont rassemblées, parce qu'elles ont témoigné leur solidarité à l'Ukraine. Il faut vraiment rester solidaire à l'égard du peuple russe, qui va être sans doute la première victime de ce qui se passe. Le peuple ukrainien aussi, mais l'effondrement économique qui va avoir lieu en Russie, ça va être encore une fois pas très joli. Et ils ont tellement souffert depuis très longtemps, depuis des siècles, qu'il faut vraiment rester solidaire avec eux. La Russie, donc le système poutinien, lui, a perdu tous ses alliés. Il a perdu ses intellectuels. Les prix Nobel, les plus grands scientifiques russes s'opposent à Poutine. Tous les artistes s'opposent à Poutine. Et même les joueurs d'échecs, il devait y avoir un truc d'échecs, un tournoi d'échecs, il n'aura pas lieu. Et puis les sportifs, qui sont les moins enclins à se poser des questions politiquement parce qu'on les a endoctrinés depuis l'enfance, on leur laisse même pas le choix puisqu'ils sont exclus de la plupart des compétitions internationales. Donc, il n'y a aucun espoir pour le système poutinien dans ces conditions, c'est mort. Et puis même Depardieu commence à être embêté. Et alors là, il faut préciser qu'il y a un discours chez Depardieu ou aussi chez Marine Le Pen qui consiste à dire ah mais le Poutine d'aujourd'hui c'est pas le même que celui de 2007. Poutine il a changé. Alors bien sûr que Poutine il est devenu encore plus dingue qu'avant. Mais déjà à l'époque, il avait détruit Grozny, déjà à l'époque où Depardieu se félicite de Poutine, déjà à ce moment-là, il est en train de bombarder Alep et de faire 500 000 morts en Syrie, 13 millions de déplacés. Donc c'est pas aujourd'hui que Poutine a dérapé. Non, Poutine, ça fait des décennies, ça fait 20 ans que c'est un boucher, et ça sert à rien de faire comme si tout avait changé là maintenant en quelques temps. Peut-être que ça s'est aggravé dans sa tête, mais il n'y a pas de revirement brutal. Il est dans la pure continuité de son agressivité structurelle. Je vais vous parler de l'espace aussi. Il faut savoir que la station, hier je vous ai parlé un petit peu de l'espace, qui à mon avis est important. La station internationale, dans laquelle Thomas Pesquet, la star française des réseaux sociaux, était il n'y a pas très longtemps,
la station internationale, elle est pilotée, enfin, elle dépend en bonne partie de la Russie. Et évidemment, ça n'a pas manqué. Hier soir, j'ai appris que un des responsables russes des programmes de l'espace a annoncé que bah, si la Russie veut, eh ben, elle peut laisser la station internationale spatiale se cracher sur l'Europe ou sur le continent américain. Ça craint quand même comme menace. Alors tout le monde se dit qu'ils seront assez intelligents pour ne jamais faire ça, et puis qu'en tout cas tous les passionnés de science et d'espace russes ben, ne suivraient pas des ordres aussi fous, mais un des plus hauts responsables russes sur cette question-là a quand même tout de suite été menaçant sur la survie de la station spatiale internationale. Je continue un petit tour d'horizon un peu dans tous les sens. L'Inde, bah, un peu comme Israël, ils sont embêtés, l'Inde, parce que ça les arrange pas trop ce qui se passe. Ils achètent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'armes à la Russie. Ils achètent aussi beaucoup de pétrole à la Russie. L'Inde, c'est un fou hein, qui est à la tête de l'Inde, c'est Modi, le mec qui a permis de faire du yoga, qui a donné une journée mondiale du yoga le 21 juin. Quelle catastrophe. Et si vous n'êtes pas lucide sur les dérives du soft power indien en termes de yoga ou d'ayurveda, bah, renseignez-vous. Et donc Modi, lui, il est embêté parce que lui aussi c'est un dictateur dans son pays. Il maltraite les musulmans de pire en pire. Et il aimerait bien faire exactement comme Poutine fait en Ukraine. Il aimerait bien faire ça avec le Cachemire. Il aimerait bien annexer gentiment le Cachemire. Sauf qu'en face de lui, bah, c'est pas l'Ukraine, c'est le Pakistan, pays très pauvre lui aussi. Sauf que le Pakistan est doté de l'arme atomique. Ce qui fait que si on l'embête trop, le Pakistan dit bon bah si c'est ça, bah, moi aussi. Moi aussi je fais le con, si vous faites les cons, moi aussi je fais le con, et on meurt tous. Voilà, donc l'Inde, 1,4 milliard d'habitants, qui est un peu embêté dans la situation actuelle, qui ne veut pas vraiment se dénoncer Poutine, se désolidariser de Poutine. Le Mexique aussi, le Mexique confirme qu'il laisse la Russie survoler son espace aérien. Bon, on ne sait pas pourquoi, je pense que c'est parce qu'ils ne veulent pas se retrouver trop sur la même ligne américaine, ou parce qu'ils ont des connexions avec la Russie. Mais encore une fois, les connexions avec la Russie, ils se sont rendus compte qu'elles ne valaient pas tant que ça, hein, parce que sur le vaccin, vu que le vaccin russe, il n'a pas bien marché, pareil, les connexions avec la Chine, ça n'a pas si bien marché. Bon, mais bon, ils maintiennent pour l'instant leur truc. Le Canada, pourquoi est-ce que le Canada est aussi prompt à s'opposer à la Russie? Il faut savoir qu'il y a une tension entre Russie et Canada sur l'Arctique, au pôle Nord. Ils ne sont pas d'accord sur le pôle Nord et le Canada profite de cette situation pour essayer de s'opposer à la Russie et de faire reculer Poutine sur ce point. C'est pour ça on les entend aussi nerveux. Et puis par ailleurs, le Canada sort d'une crise importante avec les convois dits de la liberté, qui au Canada étaient encore plus antisémites qu'ici, et des convois de la liberté qui ont évidemment été excités sur les réseaux sociaux par la propagande pro-Poutine. C'est-à-dire que Poutine investit énormément dans la propagande sur les réseaux sociaux, dans des fermes de trolls qui vont liker des trucs qui leur sont favorables, et ce qu'il veut, lui, il n'y croit pas forcément hein, au conspirationnisme et aux fake news. Par contre, il estime qu'en favorisant le conspirationnisme, en favorisant les fake news en Europe et au Canada, ça va faire progresser la Russie parce que ça va déstructurer psychologiquement les sociétés occidentales. Ce sur quoi il a en partie raison. Et donc, si vous avez été séduit par certaines thèses conspirationnistes, il est temps de revenir un peu à la raison. Moi, je peux comprendre que des gens aient été séduits par des hypothèses un peu farfelues, parce que souvent, ça vient d'un bon sentiment qui est la volonté d'être critique. Et tout le monde n'a pas pu faire des études, et on est critique comme on peut. En tout cas, ça vient d'un sentiment de penser par soi-même. Mais quand penser par soi-même, c'est suivre des théories fumeuses qui sont véhiculées notamment par des trolls russes, il faut se méfier, parce qu'à la fin, quand on est ramené à la réalité, bah, ça craint. Donc il est temps de revenir, d'atterrir et de revoir un peu plus clairement les choses. Et d'ailleurs, on assiste peut-être à une fin du conspirationnisme. Hein. En même temps qu'il y a eu une bouffée conspirationniste suite au Covid, c'est peut-être la bouffée du conspirationnisme et aussi sa fin. Parce que bah, on se rend compte que ça tient pas en fait. La plupart des gens, bon, il y a toujours des uluberlus qui vont rester dedans, des gens qui vont rester paumés dedans. Mais il est possible qu'on ait tout de suite fait le tour du problème et que ça ait été, comme je l'ai supposé, une étape dans la prise de conscience et dans le progrès de l'intelligence humaine. Bah voilà, il y a une étape où on s'est méfié un peu de tout, où on a été un peu comme une crise d'adolescence à ce niveau-là, et puis que là, ça progresse, quoi. Notre intelligence va progresser, notamment en se rendant compte que, waouh, qu'il y a eu des gros mensonges qui ont été véhiculés, notamment par les réseaux de Poutine sur Internet. La géopolitique du foot, alors là,
Mon fils, hier matin, quand je lui disais que finalement la finale, parce qu'il adore enfin, il aime bien suivre le foot, que la finale de la Ligue des Champions aurait lieu à Paris, il était plutôt content et que la Russie était exclue de la Coupe du Monde de foot. Il m'a tout de suite dit, mais la Coupe du Monde, c'est en 2018, c'était en Russie. Et là, je lui ai dit, ouais. Et il m'a dit, mais en 2018, Poutine, il était déjà méchant. Je dis, bah ouais. Et du coup, bah, c'est là qu'on se rend compte de tous les. Alors, on a l'UEFA qui fait genre, on est politiquement correct et tout, sauf que en 2018, Poutine, il avait déjà détruit Alep, il avait déjà massacré le peuple syrien. Donc là, on a beau jeu pour quelques centaines de morts, de dire, parce que ça se passe en Europe, parce que c'est des blancs, parce que c'est des chrétiens, de dire, oulala, oulala, Poutine est méchant. Sauf que, bon, bah, il aurait fallu se réveiller un peu avant. Vaut mieux tard que jamais. Bah voilà, on arrive au terme de ce que j'avais à vous dire d'important. Ah oui, petite anecdote, je ne sais pas si vous savez ce truc-là. La Russie, dans son offensive, a emmené des incinérateurs avec son armée. Parce qu'ils veulent essayer de détruire les corps des militaires russes qui mourraient au combat dans cette guerre en Ukraine, pour pas avoir ce rituel très très grave d'avoir des retours de cercueils en Russie. Vous vous rendez compte le degré de. Ils emmènent des incinérateurs. Évidemment, ils essaient de recruter des personnes seules, des marginaux, des gens qui sont désocialisés, pour que s'ils meurent au front, bah, ça fasse pas trop d'écho dans la société. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, bon. Dernière nouvelle pas très rassurante, mais il faut quand même savoir qu'on est assis sur une bombe économique. C'est pour ça que personne n'a intérêt à ce que ça s'aggrave, à commencer par la Chine, mais c'est que le monde entier est assis sur une bombe économique. Tant que ça va, mais le moindre grain de sable peut déclencher un effondrement du système économique mondial, du système financier. Tous les spécialistes de l'économie et de la finance en sont convaincus. Il ne faudrait pas grand-chose pour que ça dérape. Alors, dérapage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, on retourne à la réalité, c'est-à-dire que les sociétés dites occidentales vivent largement au-dessus de leurs moyens. On vit dans un monde complètement dingue et on est complètement dispendieux en termes d'énergie et de ressources. Et on peut très vite se prendre un sévère retour de bâton où ce qui se passe en Russie, à savoir un effondrement de la valeur de la monnaie, peut se passer aussi avec l'euro et avec le dollar. Ça s'est passé au Venezuela, ça s'est passé en Argentine il y a quelques années, ça peut se passer ailleurs. Et il est même probable qu'à moyen terme, on assiste à bah, un retour à la réalité. C'est que la fausse richesse sur laquelle on vit, qui est complètement décalée si on compare à la réalité, notamment environnementale, bah, ça peut s'effondrer rapidement. Donc c'est pour ça que personne n'a intérêt à ce que cette crise se poursuive, parce qu'elle pourrait révéler la fragilité économique structurelle qui n'a rien à voir avec Poutine. Mais Poutine, il sait très bien qu'elle existe. Mais lui, comme il est déjà dans un pays pauvre et qui est en train de se casser la gueule, lui, quitte à ce que quelque chose se casse la gueule, il veut bien embarquer tout le monde dans la chute. Lui, c'est ça son délire. Parce qu'il sait que de toute façon, la Russie étant tellement pauvre depuis tellement longtemps qu'elle survivra mieux que par exemple la France. Et c'est ça son délire. Et tout le monde essaie de le retenir dans cette logique de provoquer un effondrement. Mais il ne faut pas oublier qu'on est bel et bien assis sur une bombe économique qu'il faudra désamorcer progressivement parce que, avant qu'elle nous pète de façon trop explosive à la gueule. Voilà. Et puis, ah oui, dernier truc. Poutine, il bossait au KGB. Une des techniques du KGB, c'est de choper des dossiers sur toutes les personnalités qu'il veut manipuler. Donc vous savez que par exemple Fillon, un ancien Premier ministre français, était membre de deux sociétés très puissantes en Russie, avant que récemment ils disent non, mais je me retire. Alors quand on entend Valérie Pécresse dire que ça serait bien que Sarkozy aille négocier, quand je pense qu'elle était ministre de Fillon sous la tutelle du président Sarkozy, ils ont vraiment aucune honte. Fillon, je pense qu'il mériterait la déchéance de nationalité. Ça serait bien quand même, ce mec-là. Bon, on a le même cas avec Gerhard Schröder en Allemagne, et d'autres, hein, il y en a d'autres aussi en Europe. Donc on a quand même des gens qui ont accédé au plus haut secret défense des États, de la France ou de l'Allemagne, des deux plus grandes puissances européennes, qui travaillent pour des sociétés, des oligarques russes. C'est quand même un truc de dingue. Et ces gens-là, bah, gardent opinion sur eux, quoi. Ils sont toujours bien vus. Bon, à mon avis, ils sont pas si bien vus, et ça contribue à neutraliser aussi et à détruire la droite française. C'est-à-dire que si jamais il y a un débat Pécresse-Macron,
je pense que Macron va pas manquer de dire que ses potes, bon, son ancien Premier ministre à Valérie, bah, il était un peu compromis avec les réseaux russes. Alors le KGB, comment il fonctionne pour manipuler des personnalités comme ça? Alors il leur donne beaucoup d'argent, hein, l'argent ça marche toujours, surtout pour ceux-là qui n'en ont jamais assez, mais surtout il a des dossiers secrets sur chacun. Et il est possible qu'on assiste dans les mois qui viennent, en plus des attaques cyber, à des espèces de boules puantes qui seraient lâchées par le Kremlin, c'est-à-dire que si tout fout le camp, eh ben Poutine il va balancer des dossiers, et les dossiers c'est quoi? C'est souvent des histoires, alors ça peut être n'importe quel chef d'entreprise français ou n'importe quel chef d'entreprise européen, dont on va révéler des photos dans des positions souvent un peu licencieuses, un peu sexuelles ou des trucs comme ça. Et c'est comme ça qu'il tient parfois en ayant piégé le plus souvent des grandes personnalités européennes. Donc il est possible, voire probable, que ça secoue un peu dans ce côté-là, parce que si Poutine, on l'énerve trop, avant de couler complètement, il va sans doute lâcher des trucs. Voilà. Eh bien, affaire à suivre. Le plus important, c'était le début, hein, c'était l'essentiel, c'est les 3 points, comme disent certains. Et puis, bon, on peut aussi souligner la formidable solidarité qui a lieu en Ukraine, avec par exemple la transformation de certaines brasseries qui sont transformées en des lieux où on fabrique des cocktails Molotov. Ça, c'est quand même un truc de ouf. On assiste encore une fois, même s'il faut se méfier du côté militaire, à la capacité d'ingéniosité des humains et à faire plein de choses ensemble, à se retrouver, être solidaires dans les bunkers. On est solidaires pour donner à boire aux chats et tout ça. C'est quand même toujours assez beau et assez positif. Nous, de notre point de vue français, bah, encore une fois, hein, on n'a pas de problème avec la crise en Ukraine si on arrête avec une agriculture intensive, avec un élevage intensif. Il faut mettre fin à ce système-là, continuer l'élevage éventuellement pour ceux qui veulent à tout prix continuer à manger de la viande, mais en manger dans tous les cas moins, faire d'autres formes d'élevage, et puis sur la question de l'énergie, du gaz et du pétrole. Donc le premier point sur l'agriculture, c'est pour les engrais et pour le blé. Il faut sortir d'une agriculture comme ça pour passer à une agriculture beaucoup plus vivrière, de plus petite échelle, et développer le maraîchage au lieu de l'agriculture. Et sur la question de l'énergie, si on veut plus être dépendant du gaz et du pétrole russe, avant toute chose, il faut réduire notre dépense d'énergie et sortir de cette illusion dans laquelle on est. Tant qu'on ne sera pas sorti de là, on sera en fragilité et on risque des crises graves. Voilà, et ben sinon bah, les nouvelles sont plutôt bonnes à part ça. Retour à la normale, neutralisation des populistes, et puis affaire à suivre, on revient. Là j'ai à peu près tout dit, je reviendrai s'il y a quelque chose d'important à redire. Salut à tous!